Bonjour à tous, nous allons démarrer un nouveau chapitre sur une famille de biomolécules appelées les protides et plus particulièrement les protéines. Donc les protéines, c'est une famille de macromolécules qui va être très diversifiée et du fait de leur diversité de structure, on va avoir beaucoup de fonctions différentes qui vont être accomplies par ces protéines. Donc on va diviser ce chapitre en plusieurs parties. La partie 1 et 2, à savoir structure des protéines et classification et rôle des protéines, va être une partie axée sur la biochimie structurale des protéines, tandis que les parties 3 et 4, à savoir l'observation d'une protéine particulière appelée les enzymes et une étude de la réaction enzymatique, va être axée sur une partie du programme qui s'appelle l'enzymologie. Donc les protéines font partie d'une des 4 familles de biomolécules, à savoir donc les glucides, protides, lipides et acides nucléiques. Donc pour rappel, biomolécules ou molécules organiques, ce sont les molécules qui vont être synthétisées par les êtres vivants. Donc grâce à la biochimie structurale, on va être capable de voir quelles molécules vont être synthétisées par un organisme et comment vont se faire les interactions entre ces différentes molécules. Donc il faut bien comprendre que la structure de la protéine va être particulièrement importante parce que c'est elle qui va permettre de déterminer sa fonction. C'est grâce à sa structure et à ses propriétés physico-chimiques que la fonction d'une protéine va être assurée. Donc pour étudier la structure des protéines, on a différents niveaux de structure. On a la structure primaire, la structure secondaire, la structure tertiaire et également pour certaines protéines, la structure quaternaire. Donc on va démarrer avec la structure primaire des protéines. Donc la structure primaire des protéines, ça va être en fait la séquence d'acides aminés. Donc l'acide aminé va être le monomère qui va s'assembler ensuite avec d'autres acides aminés pour former un peptide. Alors pour se mettre directement au clair avec les termes qui vont être employés, un peptide ou du moins un oligopeptide, ça va être un élément qui aura environ 10 acides aminés. À partir du moment où on est environ 100 acides aminés, on est sur un polypeptide. Et la différence entre peptide et protéine, c'est que la protéine va être fonctionnelle car repliée, on verra ça beaucoup plus tard, tandis que le peptide n'est pas fonctionnel, il n'est pas capable de faire une fonction biologique. Donc ici, nos acides aminés vont s'assembler pour former une séquence d'acides aminés. Cette séquence va constituer la structure primaire de la protéine. Donc tous les acides aminés sont organisés de la façon suivante. On va avoir un carbone au centre associé à un H. Ensuite, il va y avoir association à un groupement amine et un groupement acide carboxylique. Donc pourquoi on parle d'acide aminé? Justement parce qu'on a un groupement acide, l'acide carboxylique, et un groupement amine ici. Ce radical R ici, ça va être en fait l'élément variable de l'acide aminé. Ça veut dire que chaque acide aminé, et il y en a une vingtaine, chaque acide aminé va avoir un radical différent. Et ce radical va permettre d'apporter différentes propriétés physico-chimiques. Par exemple, certains radicaux vont apporter une propriété hydrophile, une propriété hydrophobe, vont être chargés positivement ou négativement. Donc il existe 20 acides aminés différents qui sont représentés ici, mais je vais également vous donner une copie de ces différents acides aminés. Donc parmi ces 20 acides aminés qui ont des propriétés physico-chimiques différentes, on retrouve 9 acides aminés essentiels qui vont être apportés par l'alimentation. Ça veut dire que l'homme n'est pas capable de synthétiser ces 9 acides aminés. Donc on trouve parmi eux l'histidine, l'isoleucine, etc., etc. On a également 11 acides aminés qui sont non essentiels. Ça veut dire que l'homme est capable de les synthétiser. Ils n'ont pas besoin d'être apportés par l'alimentation. Parmi eux, on trouve la l'aline, l'arginine, l'asparagine, etc., etc. Donc, ces acides aminés vont se lier entre eux pour former une séquence d'acides aminés qui va être donc la structure primaire de la protéine. Et ces acides aminés vont se lier grâce à une liaison peptidique. Donc, elle permet de lier les deux acides aminés ici, l'acide aminé 1 et l'acide aminé 2, grâce à leur fonction carboxylique et leur fonction amine. La liaison peptidique va être suivie
d'une perte d'une molécule d'eau. Ici, c'est ce qu'on voit au niveau du schéma. Lorsqu'on lie 2 acides aminés ensemble, on obtient 10 peptides, 3 acides aminés, un tripeptide, et au fur et à mesure, on va passer à l'oligopeptide lorsqu'on en a environ 10, et ensuite on passe au polypeptide. Donc la liaison peptidique qui va se faire ici entre 2 acides aminés peut être rompue, notamment durant la digestion. En effet, la digestion a pour objectif d'avoir des éléments les plus petits possibles pour être assimilés au niveau de l'organisme et au niveau de la circulation sanguine. Donc les acides aminés vont être séparés les uns des autres afin d'être uniquement sous forme de monomères. Au niveau des différents types de séparation, on va avoir un ajout d'une molécule d'eau afin de retrouver la fonction carboxylique de l'acide aminé 1 et la fonction amine de l'acide aminé 2, c'est-à-dire en fait qu'ici on a une perte d'eau, donc du coup pour faire une hydrolyse de la liaison peptidique, on va rajouter une molécule d'eau et on va se retrouver à avoir les H qui vont être ici et l'oxygène qui va être de l'autre côté. La liaison peptidique va être très stable. Elle peut être cependant détruite par des protons. C'est notamment le cas d'une hydrolyse chimique acide, notamment avec du HCl, ou des ions hydroxyles. Donc là, ça va être au niveau de la soude. Là, on va avoir une hydrolyse chimique alcaline. Donc au niveau de l'hydrolyse chimique acide, le HCl va intervenir. Donc c'est le proton, le H+, qui va se fixé au niveau de la liaison entre le N et le H, tandis qu'au niveau de la soude, c'est le OH qui va se fixer au niveau de la liaison entre le C et l'oxygène. L'hydrolyse chimique est souvent utilisée pour comprendre la structure primaire d'une protéine. Dans l'organisme, on va avoir uniquement du HCl qui va être libéré par les sucs gastriques et qui va permettre de dénaturer la protéine, donc de détruire les structures tertiaires et secondaires qu'on va voir après. Et lorsqu'il y a dénaturation de la protéine, il va y avoir perte de sa fonction. Donc, en plus de la dénaturation qui va être chimique, on va avoir hydrolyse enzymatique grâce à d'autres types de protéines qui vont être les enzymes. Et il va y avoir rupture des liaisons peptidiques à l'aide des peptidases. Donc, peptidase, le fait qu'on ait le terme ase à la fin désigne le fait qu'on est face à une enzyme. Et peptidase, c'est le type d'élément sur lequel cette enzyme va agir. Donc au niveau des enzymes qui vont hydrolyser la liaison peptidique, on va en trouver 2 sortes. On trouve les endopeptidases qui vont couper à l'intérieur de la chaîne polypeptidique. C'est notamment le cas de la pepsine qu'on va trouver dans le suc gastrique, donc produit par l'estomac au moment de la digestion. La trypsine qui va être produite par le pancréas et déversée au niveau de l'intestin grêle, ou la chymotrypsine qui va être produite par le pancréas également. On trouve également des exopeptidases qui vont couper à l'extérieur de la chaîne polypeptidique. Donc là, on va trouver différentes carboxypeptidases qui sont produites par le pancréas. Et on va trouver également une enzyme qui s'appelle la leucine aminopeptidase qui va être retrouvée dans tous les tissus animaux. Les termes employés ici dans carboxypeptidase et aminopeptidase, ça veut dire que ça va couper soit la fonction acide carboxylique, soit la fonction amine. Donc on a vu la structure primaire de notre protéine, maintenant on va voir la structure secondaire. Donc une fois que notre séquence d'acides aminés a été constituée, une fois qu'il y a eu la liaison peptidique entre tous les acides aminés, cette séquence d'acides aminés va se replier. Elle va donc adopter une conformation en 3 dimensions. Donc pour ça, elle va prendre différents types de structures secondaires, à savoir l'hélice alpha et le feuillet bêta. Donc l'hélice alpha, ça va être un enroulement linéaire d'une chaîne polypeptidique sur elle-même, et cet enroulement va être stabilisé par les liaisons hydrogènes. Ce type de structure va être particulièrement retrouvé au niveau des protéines qui sont présentes au niveau de la membrane cellulaire, donc les protéines qu'on appelle transmembranaires. Un autre type de structure secondaire fréquemment retrouvée sont les feuillets bêta. Donc à ce niveau-là, on va avoir une union qui va être latérale entre le H et le CO ici.
Donc on va avoir une union de deux chaînes polypeptidiques et les feuillets bêta peuvent être parallèles ou antiparallèles. Ici, on se retrouve face à des feuillets bêta qui sont antiparallèles, on voit qu'ils sont orientés de façon différente. Donc avec la structure secondaire, on va avoir une perte du caractère hydrophobe de différents acides aminés, puisqu'ils vont justement s'être repliés, et ça va former un centre hydrophobe. Donc c'est là où on va avoir un repliement en 3 dimensions, ça va être la structure tertiaire de la protéine. Donc les structures secondaires vont se replier et s'associer grâce à différents types de liaisons, notamment les liaisons hydrogènes, mais également les liaisons électrostatiques en fonction des différents acides aminés qui vont composer la séquence retrouvée lors de la structure primaire. Donc là, il va s'agir de la structure tridimensionnelle de la protéine, et c'est là que si on va rompre les liaisons entre les différents éléments de la protéine, on va avoir une dénaturation de la protéine, et la protéine va perdre sa fonction. Cette notion de structure tertiaire va être très importante parce que justement, ça va être ce qui va permettre de séparer une protéine qui peut être totalement bénigne en une protéine pathogène. Ça va être le cas notamment dans la maladie de la vache folle, où on a au niveau des neurones une protéine qui, lorsqu'elle est correctement repliée, est totalement bénigne pour l'organisme, et lorsqu'elle est mal repliée, elle a un repliement qui n'est pas suffisant, donc la protéine est quasiment linéaire, là on va développer la maladie. Donc la structure quaternaire des protéines, là ça va concerner uniquement les protéines qui contiennent plusieurs chaînes polypeptidiques associées. Donc plusieurs chaînes polypeptidiques, c'est-à-dire que chaque chaîne polypeptidique a sa séquence d'acides aminés qui va se replier en structure secondaire, puis en structure tertiaire, et ensuite chacune de ces chaînes polypeptidiques va s'associer pour former une grosse protéine, et donc là on parlera de structure quaternaire. Dans la structure quaternaire, chaque chaîne va être appelée sous-unité et elles vont être associées grâce à un grand nombre de liaisons qui seront des liaisons faibles. Donc vous avez ici l'exemple d'un peptide hormonal qu'on va voir un peu plus en détail dans les TD. Ici on voit les deux chaînes polypeptidiques qui vont être reliées entre elles par deux ponts disulfures. Alors c'est pas évident à voir au niveau des chaînes polypeptidiques, là c'est très simple. Vous avez la chaîne polypeptidique ici qui est représentée en rouge et la chaîne polypeptidique représentée en bleu. Et vous avez ici les ponts disulfures qu'on voit très mal ici. Et le deuxième, il est très difficile à voir et il est ici. Donc on voit au niveau de la structure secondaire, on est capable de voir ici une hélice alpha, on la retrouve également là. Et donc là, on peut voir que notre protéine a une structure secondaire, tertiaire et quaternaire puisqu'elle est composée de deux chaînes polypeptidiques. Donc, petite précision concernant les ponts disulfures, ils vont se faire au niveau de certains acides aminés qui sont appelés les cystéines et qui vont contenir un atome de soufre qui vont être capables de faire ce pont disulfure qui est un type de liaison particulier. Donc l'insuline, c'est une hormone qui va être hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va être capable de faire baisser la glycémie, à savoir le taux de sucre dans le sang. Pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne, vous allez avoir ici l'insuline qui va se fixer sur des récepteurs spécifiques, des récepteurs particuliers, au niveau de ce qu'on appelle les hépatocytes. Donc les hépatocytes, ce sont les cellules du foie. Donc pour savoir à quoi correspond ce terme, cyte, c'est associé à cellule, et hépato, ça va être associé au foie. Donc l'insuline va se fixer au niveau de ces cellules grâce à leurs récepteurs spécifiques, ce qui va activer un tas de réactions biologiques à l'intérieur de la cellule qui va aboutir à la mise en place de protéines transmembranaires qui vont permettre de faciliter l'entrée du glucose dans l'hépatocyte. Donc le glucose ne va plus se balader librement dans la circulation sanguine et va rejoindre le foie où il va être stocké et transformé, ça on le verra plus tard. Donc le fait que le glucose quitte la circulation sanguine, ça va faire baisser la glycémie, d'où le rôle d'hormones hypoglycémiantes.
On va enchaîner maintenant avec la classification et le rôle de certaines protéines. Au niveau des classifications, donc on retrouve les holoprotéines et les hétéroprotéines. Donc les holoprotéines, ça va être les protéines qui vont être constituées uniquement d'acides aminés. On va distinguer les sphéroprotéines, donc ce sont les protéines globulaires qui vont être solubles dans l'eau, tandis qu'on a les protéines fibrillaires qui vont être insolubles dans l'eau. On les appelle également les scléroprotéines. Donc au niveau des protéines fibrillaires ou fibreuses, c'est le terme qui peut être également employé, c'est une chaîne polypeptidique qui va être assemblée le long d'un axe commun. C'est ce qu'on va retrouver notamment au niveau de la kératine ou au niveau du collagène. Ça a des protéines plutôt de soutien qu'on va retrouver dans le tissu conjonctif. Au niveau des protéines globulaires, là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire à part qu'elles vont avoir cette forme très ronde. C'est comme ça qu'on va être capable de les identifier. Donc les hétéroprotéines, à l'inverse, elles vont avoir une partie protéique et une partie non protéique qui va être appelée groupement prosthétique. Donc on va classer les hétéroprotéines en fonction de leur groupe prosthétique. On va avoir les nucléoprotéines où le groupe prosthétique va être un nucléotide, les glycoprotéines où ça va faire partie de la famille des glucides associés à une partie protéique, les lipoprotéines, donc association entre une partie protéique et une partie lipidique, etc., etc. On va retrouver parmi ce type de protéines l'hémoglobine, qui est présente dans les globules rouges et qui va permettre la fixation de l'oxygène au niveau des globules rouges. Et justement, l'hémoglobuline va être donc une partie protéine qui va être associée à un M, c'est-à-dire à un groupement prosthétique dans lequel on va trouver un atome de fer qui va permettre de fixer l'oxygène. Donc les hétéroprotéines, on va observer notamment les phosphoprotéines qui vont contenir un acide phosphorique, notamment la caséine du lait, les lipoprotéines membranaires associées aux lipides, notamment les kilomicrons qui vont permettre le transport de certains éléments tout au long de la cellule où le milieu est aqueux, donc ça on va le voir aussi également un peu plus tard, les glycoprotéines qui vont être associées à un groupement glucidique comme les anticorps, et les chromoprotéines où vous allez avoir notamment l'hémoglobine comme je vous ai expliqué tout à l'heure.